samedi 4 octobre, on fêtera les 80 ans d'une vieille dame qui s'appelle la Sécurité sociale. Le 4 octobre 1945, c'était le premier décret de publication de la Sécu. Il y en a eu un autre 15 jours plus tard. On en parle beaucoup de la réforme du financement de la Sécurité sociale. Petite question un peu provoque pour lancer le débat, mais est-ce qu'il faut l'acheter à la poubelle et se mettre un beau modèle tout neuf, Jean-Marc Vittori? Si on pouvait repartir from scratch en laboratoire, évidemment, mais la vraie vie, c'est pas ça. Les Français, ils sont quand même très attachés. Nous avons à cette des choix collectifs. La sécurité sociale a plein de victoires impressionnantes à son actif. Les Français y tiennent profondément. Oui. Donc, leur dire, écoutez, c'est un truc auquel vous tenez profondément, vous êtes bien gentil, on va faire un truc bien mieux, on bazarde tout ça et on recommence. Moi, ça me paraît politiquement extrêmement compliqué. Pas de grand soir. Mais il y a quand même, financièrement, un vrai problème. Moi, ce qui me frappe, c'est quand vous regardez le projet initial, il était en fait extrêmement équilibré et extrêmement sain. C'était un projet d'assurance. Et c'était un projet paritaire. Il y avait les cotisations patronales, les cotisations salariales qui étaient identiques. On avait un système qui, quand vous regardez le projet de départ, celui des ordonnances dont on fête l'anniversaire, il est extrêmement équilibré. Et puis, il a été dégradé petit à petit dans les années 1950, mais surtout à partir des années 1970. Là, on a commencé à mettre de la redistribution partout, c'est-à-dire, c'est pas de l'assurance. L'assurance, vous vous assurez contre un risque et vous avez droit à des prestations quand ce risque survient. Le risque peut être imprévisible comme la maladie, peut être prévisible comme la retraite, mais le système était fondé là-dessus. Et il a été perverti petit à petit par des mesures qui font que le système est complètement illisible et qu'il est financé sur le travail alors qu'il profite à tout le monde. Et donc, la CSG, on a essayé de remédier un peu à ça. CSG qui est passé, si je me souviens bien, par 49.3. Oui, au Michel passage, Rocard à l'époque. Par Michel Rocard, a commencé à faire un rééquilibrage, mais on est très loin de faire le rééquilibrage, et c'est là qu'on revient sur tout ce que disait Denis Père tout à l'heure, sur le fait que le travail coûte extrêmement cher en France, et que, évidemment, quelque chose qui coûte extrêmement cher, on s'en sert moins. Le travail coûte cher parce que les retraites coûtent extrêmement cher en France et les dépenses de santé augmentent de 10 milliards d'euros par an. C'est parce que c'est financé très largement par la cotisation, alors que ça relève de mesures de solidarité qui devraient être financées par l'impôt. Le point fondamental, il est là. Donc il faut changer la tuyauterie du financement de la sécurité sociale, Denis Père. Probablement. Je pense que c'est une des pistes. Incompréhensible aujourd'hui. C'est une des pistes. Alors après, on connaît une des solutions, c'est la fameuse TVA sociale. Donc ça veut dire augmenter la TVA, donc ça veut dire impacter un peu plus le pouvoir d'achat. Alors un point de plus, c'est peut-être $1, plus c'est compliqué, mais un point de plus, c'est déjà beaucoup d'argent. C'est 13 milliards, 12 à 13 milliards d'euros de recettes supplémentaires. C'est ça. Je rappelle que, alors que la TVA, et la France est championne de dépenses publiques, en matière de TVA, on taxe beaucoup moins. Oui. On est un ou deux points de moins en dessous de la moyenne européenne. De la moyenne européenne, alors qu'on a un ratio recettes publiques sur PIB qui est parmi les plus élevés. Mais ça devrait se faire, pour que ce soit efficace par rapport au coût du travail, ça devrait se faire par un véritable transfert, effectivement, donc une baisse symétrique, effectivement, des cotisations sociales. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas que ce soit une recette supplémentaire. Sinon, on passe à côté de la cible, effectivement, comme la CSG du travail. On pourrait privatiser une partie de la sécurité sociale. Oui, mais je reviens à la question initiale quand même. Elle a été mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme le plan Beveridge en Angleterre. C'est vrai qu'il y a eu des effets bénéfiques. Je rappelle juste, elle a été mise en place à un moment où la dette publique était à 240, à cause de la guerre et de l'effondrement du PIB. Voilà. Et où il y avait beaucoup plus de jeunes que de mais vieux. Simplement, vous savez quel était le principal mode d'ajustement de la dette publique au début, juste après la Deuxième Guerre mondiale? C'était l'inflation. On a eu 50% d'inflation par an jusqu'en 48. En 48, on avait encore les tickets de rationnement. Non, mais c'est juste pour l'anecdote. Un autre monde. Ça me rappelle Bismarck, parce que Bismarck a mis en place le premier système de sécurité sociale, de retraite par répartition à la fin du 19e siècle, sous l'Allemagne impériale. Et il a dit à ses conseillers, essayez de m'arranger un truc dans lequel, en fait, ça va être bénéficiaire, c'est-à-dire que les cotisations vont l'emporter sur les prestations, et c'est un peu ce qui se passe au début, parce qu'évidemment, d'abord il y a un baby-boom, il y a une croissance tout à fait extraordinaire, et le rapport cotisant-retraité n'a rien à... Évidemment, je ne me rappelle plus du chiffre précis à cette époque, mais il n'a rien à voir avec la situation. Part autour entre 4 et 7 pour 1. Ouais, probablement. On est à 1,57 aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc ça marche très bien au début, et puis effectivement, c'est à partir des années 70, je suis d'accord que ça commence
se dérégler. Non, faut pas dire ça aux gens, parce que la retraite, il y a 17, d'abord, sociologiquement et politiquement, c'est impossible, puisqu'il y a 17 millions de retraités, donc on oublie. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire des choses, même sur le pouvoir d'achat du retraité moyen actuel, mais il faut surtout faire des choses puis donner de la confiance, notamment pour ceux qui sont, pas les jeunes, mais ceux qui sont quadra, quinqual, et qui se demandent vraiment ce qui va devenir de leur retraite. On entend beaucoup, je n'aurai pas de retraite chez les cadras, effectivement. Ce qui est faux. Je n'aurai pas de retraite, ce qui est faux. Même moi qui suis pas très optimiste là-dessus, oui. voilà. Mais c'est là où l'expérience suédoise est intéressante, c'est que ça finit par donner de la confiance aux gens, parce que en Suède, au début des années 80, on était dans le même raisonnement qu'en France aujourd'hui. Et on a réussi à redonner de la confiance dans la soutenabilité du système. Voilà. Mais sur la sécurité sociale, non. Mais même aux États-Unis, Donald Trump ne remet pas en cause la Social Security qui a été mise en place par Roosevelt en 1934. Medicare et Medicaid, quand il a quand même coupé un peu dans les aides. Oui, mais il n'a pas mis en cause des sujets du shutdown. C'est la retraite. La Social Security, c'est la retraite. Et il a pas remis en cause, enfin, un petit peu quand même, Medicare et Medicaid, mais pas l'ensemble du dispositif. Est-ce qu'il y a un problème de gouvernance dans la Sécu? Alors, oui, il y a quand même un problème certainement de management aussi, tout simplement. Enfin, on n'en a pas parlé. Enfin, la Sécu, comme toutes les administrations françaises, souffre de la faiblesse managériale de l'État français, de la difficulté à exécuter correctement. Oui. Enfin, on le sait très bien. Il y a des chiffres de l'OCDE que j'évoque souvent, ici et ailleurs. On a 35% du personnel qui ne voit jamais un patient dans l'hôpital français, contre 24% dans le reste de l'Europe. Et dans certains hôpitaux parisiens, c'est 50%. 50% qui ne voient jamais un patient. Donc, il y a une très grande faiblesse managériale. Alors, l'hôpital, c'est compliqué à gérer. Vous parlez des administratifs. Beaucoup d'administratifs, beaucoup de fonctions support, beaucoup trop, qui en plus vont démotiver les premières lignes parce que ils vont émettre toutes sortes de directives, de règles, de KPI, de formulaires à remplir par des infirmières et des infirmiers qui ont la priorité de s'occuper de leurs patients, donc et pas de remplir des formulaires. Donc il y a un vrai sujet aussi de management. Il y a une, si vous voulez, moi je discutais récemment avec une femme qui est en train de prendre sa retraite, qui a été chirurgien ophtalmo au 15-20 pendant des années, et je lui parlais un peu de ces sujets. Elle me dit, mais tu sais, le problème c'est qu'on peut même pas récompenser les gens. On peut même pas récompenser les gens. Je veux dire, le système managérial est catastrophique. Vous pouvez pas les sanctionner, vous pouvez pas ralentir leur progression de salaire, leur carrière, tout ça est complètement automatique, c'est l'administration. Mais vous pouvez même pas les récompenser. C'est-à-dire, vous pouvez même pas leur donner une prime. Donc on est face à un système où le management de ce système, en fait, a une main attachée dans le dos. C'est-à-dire, à pas les leviers classiques du management, de la récompense et le cas échéant, bien sûr, pas avec plaisir, mais la sanction. Donc, tant que vous avez effectivement un management qui est aussi peu efficace, vous avez une dérive des coûts aussi, bien sûr. Et ça a un impact énorme, effectivement, sur les comptes de la Sécu. Je voudrais donner juste un autre exemple de management, et il est même limpide, c'est sur la retraite. On a un gros régime public, et on a un gros régime privé. Le gros régime privé est géré paritairement. Gestion paritaire. Par les patrons et les syndicats. Ce régime est à l'équilibre et a accumulé des réserves. Vous avez un régime public qui, lui, est déficitaire et a accumulé de la dette. Donc on voit bien qu'il y a un léger problème de gouvernance. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait gérer davantage le financement de la Sécu, comme avant, finalement, avec les partenaires sociaux? On en revient au projet initial, celui de 1945, celui des ordonnances dont on fête... Mais qui avait dérivé, et c'est pour ça que le plan Juppé en 95, dont on va fêter les 30 ans, là aussi, à la mi-novembre, avait décidé de reprendre la main, parce que la gestion paritaire avait été un peu... La gestion paritaire avait été un peu parce que l'État était toujours derrière. C'est donc du triolisme. Si on veut remettre en cause les innovations de 1945, je crois qu'il faut surtout remettre en cause le statut général de la fonction publique. qui a été mis en place par Maurice Thorez, un stalinien. Qui disait il faut produire d'abord, revendiquer après, dans un célèbre discours en 1945. Il avait dit ça parce que Staline lui avait dit ça, donc il était aux ordres de Staline. D'ailleurs, quand De Gaulle a été à Moscou en décembre 1944, c'est ce qu'il a, c'était sa marge de manœuvre. Parce que sinon, il était condamné, condamné à mort. Puisqu'il avait déserté, je le rappelle, en 1940. Donc De Gaulle avait bien joué vis-à-vis de Staline et de Molotov. Donc ça c'est un peu pour l'histoire. Pour l'histoire. Enfin, juste avant la coupure pub. Quand même ça c'est le problème que tu évoques. Moi j'ai travaillé 9 ans dans une entreprise publique, la banque centrale, la banque de France, dont le statut est encore plus rigide que le statut général de la fonction publique. Est-ce qu'on a quoi que ce soit, Jean-Marc Vittori, dans le budget 2026 de la sécurité sociale qui va traiter
l'un des nombreux problèmes que nous venons d'évoquer.